L'accident vasculaire cérébral est responsable de 25% du taux de décès au Cameroun. C'est d'ailleurs la deuxième cause de mortalité après les maladies infectieuses. Pourtant, si le public savait reconnaître les signes d'alerte d'un AVC, de nombreuses vies pourraient être sauvées. L'AVC, 3 lettres d'une pathologie aux multiples visages. Nous en parlons ce soir dans votre émission Actu Santé avec notre invité, le professeur Emmanuel Touzé. Il est neurologue au CHU de Caen en France. Bonsoir, professeur. Bonsoir Nadine. C'est un réel plaisir de vous avoir ce soir sur ce plateau d'Actu Santé. C'est un plaisir pour moi également. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver une fois de plus cette émission Actu Santé. Alors, professeur, qu'est-ce qui se passe dans le corps d'une personne lorsqu'elle fait un AVC? Alors, ça se passe dans le cerveau déjà, l'accident vasculaire cérébral, mais au départ, c'est un problème sur un vaisseau. Et c'est quasiment toujours une artère qui soit va se boucher, et à ce moment-là, le cerveau n'a plus assez d'oxygène et de glucose pour fonctionner, et il va se détruire. On va parler d'un infarctus du cerveau. Ça, c'est le mécanisme le plus fréquent. Ça représente à peu près 70% des accidents vasculaires cérébraux. Le deuxième mécanisme, c'est quand une artère se rompt, éclate en fait, et ça provoque un saignement dans le cerveau. Et là, le saignement va abîmer le cerveau aussi. Et donc, la conséquence derrière, c'est que quand il y a une zone du cerveau qui souffre, eh bien, c'est une partie de nous qui va mal fonctionner. Ça peut être un bras, une jambe, tout un côté, le langage, la vision, etc. En fonction de la zone touchée, eh bien, on va avoir différents types de symptômes. Quelles sont les causes des AVC? Donc, si on parle des infarctus du cerveau, une artère peut se boucher parce que c'est l'artère elle-même qui est malade, parce qu'il peut y avoir des dépôts, et notamment des dépôts de cholestérol dans l'artère. Mais l'autre grande explication pour qu'une artère se bouche, c'est quand on a une maladie du cœur, en fait. Et quand on a une maladie du cœur, parfois il y a un caillot qui va se former dans les cavités cardiaques et à un moment, va partir dans la circulation artérielle et aller boucher une artère du cerveau. C'est les deux grands mécanismes des infarctus du cerveau. En ce qui concerne les hémorragies du cerveau, le plus souvent, c'est une fragilisation de l'artère, notamment par l'hypertension artérielle, on y reviendra probablement tout à l'heure. D'accord. Et quels sont donc les facteurs qui peuvent justifier la survenue d'un AVC? C'est vrai, vous avez évoqué l'hypertension artérielle. Oui, alors, il y a des facteurs qui sont des facteurs, disons, qu'on appelle non modifiables, hein, c'est-à-dire qu'on n'y peut rien. Par exemple, le fait d'être un homme augmente un peu le risque de faire un accident vasculaire cérébral. Et puis, le gros facteur qui est non modifiable, c'est l'âge. Plus on est âgé, plus on a un risque de faire un accident vasculaire cérébral. Et puis, il y a surtout beaucoup de facteurs qui sont dits modifiables, sur lesquels on peut avoir un impact, et c'est fondamental en termes de prévention. On estime qu'il y a à peu près 80% des accidents vasculaires cérébraux qui sont explicables par ces facteurs modifiables. Et au premier rang, le facteur numéro 1, c'est l'hypertension artérielle. C'est-à-dire quand on a une pression mesurée au bras supérieure à 140 pour le premier chiffre et à 90 pour le deuxième chiffre. D'accord. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'âge comme un facteur de risque. Y a-t-il un âge précis où on est exposé à faire un AVC? Alors, il n'y a pas un âge précis, mais disons que la moyenne d'âge, si je prends les pays, disons, européens, la moyenne d'âge, c'est plutôt autour de 75 ans. Mais si on regarde dans les pays africains, c'est plutôt autour de 60 ans, la moyenne d'âge. Vous voyez, il y a 15 ans d'écart entre ces deux populations. Mais il y a même s'il y a beaucoup plus d'accidents qui surviennent chez les personnes âgées, il y a aussi, malheureusement, un nombre important d'accidents qui surviennent chez des personnes jeunes. Qu'est-ce qui explique cela, qu'on rencontre des cas d'accidents vasculaires chez les jeunes principalement? L'hypertension est aussi fréquente chez les sujets jeunes, en particulier en Afrique. Et donc ça, il faut savoir le dépister dès le plus jeune âge. Et puis il y a d'autres facteurs qui sont favorisants, qui sont liés aux modifications du mode de vie, notamment la consommation de tabac,
la consommation d'alcool, le fait d'avoir peu d'activité physique, hein, quand on est trop sédentaire, quand on a un surpoids, quand on a une mauvaise alimentation, tous ces facteurs jouent aussi, et ça peut commencer dès un âge assez jeune finalement. Et est-ce qu'on peut dire que l'AVC est une maladie héréditaire? Parce qu'on voit souvent dans certaines familles 2 à 3 personnes faire un AVC. J'ai oublié de rajouter quand même aussi dans les facteurs favorisants, et c'est important pour les jeunes, je tiens à insister, c'est toute l'utilisation des drogues. Hein, que ce soit le cannabis, la cocaïne, sont des facteurs explicatifs d'accident vasculaire cérébral. Alors sur la question de l'origine familiale, oui, il y a des formes génétiques d'AVC, mais elles sont exceptionnelles. En fait, si c'est plus fréquent dans une famille, c'est que probablement les familles partagent un certain nombre de facteurs favorisants, l'hypertension, j'ai oublié de parler du diabète aussi, hein. Souvent le diabète c'est familial, l'alimentation, quand on a une mauvaise alimentation, c'est souvent on le partage dans la famille. Donc c'est plus expliqué par le fait que les mêmes facteurs favorisants sont présents dans la famille plus que par une maladie à proprement parler génétique. D'accord. Tout à l'heure, vous avez évoqué parmi ces facteurs de risque l'homme. Pourquoi l'homme principalement est plus exposé que la femme? Alors, il y a des facteurs qui sont liés notamment aux facteurs de risque. Hein. C'est classiquement les hommes fument plus, peuvent avoir tout un tas de facteurs favorisants. Il y a peut-être aussi des facteurs hormonaux qui protègent la femme. Hein. Il y a tout un tas d'hypothèses qui font penser que la femme peut être protégée par des facteurs hormonaux, au moins jusqu'à un certain âge. Et donc, c'est pour ça que le risque chez l'homme est un peu plus élevé, mais il n'empêche que comme l'espérance de vie de l'homme est plus faible que celle de la femme, et que l'AVC survient à des âges plus tardifs, on a plus de femmes âgées qui sont à risque de faire un AVC, et quand on comptabilise, parfois on constate qu'il y a plus de femmes en nombre que d'hommes, même si elles ont un moindre risque, mais c'est parce qu'elles vivent plus longtemps. Alors, c'est une question essentielle que tout le monde devrait savoir. C'est vrai, on dit AVC, accident, comme son nom l'indique, il survient de façon soudaine. Mais est-ce qu'il n'y a pas des signes annonciateurs qui peuvent alerter de la survenue d'un accident vasculaire cérébral? Alors, comme vous le dites, c'est extrêmement soudain et c'est vraiment la caractéristique, ça survient d'une seconde à l'autre. Et donc, d'une seconde à l'autre, on n'a pas de signe annonciateur par définition. Néanmoins, il y a parfois des accidents qu'on appelle transitoires. C'est-à-dire qu'il y a le symptôme de l'AVC qui arrive, mais qui va durer quelques minutes ou quelques heures au maximum. Et ça doit alerter, parce que ce n'est pas parce que tout a bien récupéré qu'on a retrouvé son état d'avant qu'il ne faut pas consulter. Parce que justement, dépister l'accident transitoire permet de prévenir l'accident plus grave. Il y a des choses à faire quand on fait le diagnostic d'accident transitoire. Il faut consulter un spécialiste, un médecin et un spécialiste, encore mieux, et faire des examens et puis prendre les traitements pour éviter l'AVC. Mais est-ce qu'il n'y a pas peut-être des comportements, des attitudes qu'une personne développe qui peuvent nous dire ici on peut avoir affaire à un cas d'AVC dans les heures qui arrivent? À part le trouble transitoire, il n'y a pas vraiment de choses qui nous alertent particulièrement, sinon le fait d'avoir beaucoup de facteurs favorisants d'AVC et qui doivent inciter à prévenir, notamment l'hypertension. Alors, quelles peuvent donc être les conséquences d'un AVC? Alors, les conséquences, elles sont d'abord immédiates. Donc la personne peut avoir une paralysie d'un bras, d'une jambe, de la face, mais aussi malheureusement souvent de tout un côté, dans ce qu'on appelle une hémiplégie. Et parfois ça s'accompagne aussi d'un problème de langage, de difficultés, on ne peut plus parler, on ne peut plus s'exprimer, parfois on comprend même plus ce que les gens nous disent, parfois des troubles visuels. Et donc ça c'est à la phase toute initiale de l'AVC. Et la conséquence derrière, c'est que quand on a un accident comme ça grave, c'est qu'on peut faire des complications à la phase initiale, et notamment des complications d'infection, des complications type embolie pulmonaire, parce qu'on va être immobilisé, donc on risque de faire des thromboses dans des veines. Et puis on peut aussi avoir des problèmes articulaires, etc. Et là,
quand un AVC grave comme ça survient, il y a un risque de décès important. Et puis bon, heureusement, beaucoup de gens ne décèdent pas, et donc on a derrière une phase de récupération où la personne va finir par récupérer un peu, mais avec un risque de séquelles qui malheureusement est important quand il y a un accident qui est sévère d'emblée, avec des difficultés de marche, des difficultés d'expression, des difficultés parfois de la sensibilité, des troubles visuels, tout type de symptômes possibles. Et puis des troubles de la mémoire aussi, des troubles de la concentration, ce qui fait que même si parfois on n'est pas paralysé, on peut marcher, on peut bouger, on peut avoir des troubles liés à l'AVC qui ne se voient pas, mais qui sont très importants parce que la personne ne peut plus travailler, par exemple, parce qu'elle ne peut plus se concentrer, n'arrive plus à lire, écrire correctement, à s'exprimer. C'est ce qui explique le fait qu'on rencontre souvent des personnes qui font deux AVC et qui sont toujours, ces personnes sont toujours sur pied et parviennent à marcher. Oui, alors c'est en effet le piège de l'AVC parce que ce qu'on voit finalement, c'est que la partie émergée de l'iceberg, c'est que les personnes qui sont paralysées, évidemment, le diagnostic est facile. Mais il y a beaucoup de petits accidents vasculaires cérébraux qui passent inaperçus. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être des signes transitoires, voire pas de signes du tout. On peut faire un AVC sans aucun trouble. Mais l'accumulation de petits accidents, à un moment, va entraîner des troubles, et notamment ces problèmes de mémoire et de concentration. Oui, d'accord. Et comment il s'effectue le diagnostic? Alors, comment on fait le diagnostic d'AVC? Là, on est devant un scanner, donc il faut faire une imagerie du cerveau, un scanner ou une imagerie par résonance magnétique, mais le scanner est largement suffisant. La première étape étant de faire la différence entre les deux types d'accidents que j'ai évoqués au début, entre l'infarctus du cerveau quand une artère se bouche ou l'hémorragie du cerveau quand une artère éclate. Donc c'est le moyen de faire le diagnostic et ensuite d'adapter le traitement. D'accord. Une fois donc qu'on a effectué le diagnostic, la prise en charge. La prise en charge, elle est tout d'abord au tout début parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut éviter les complications. Donc ça nécessite une prise en charge spécialisée au sein, autant que possible, d'unités de neurologie, avec des neurologues, des infirmières, des masseurs kinésithérapeutes, parce qu'il est important de commencer très rapidement aussi la rééducation quand il y a un AVC. Et cette phase au départ, vraiment c'est pour éviter les aggravations et les complications. Et une fois qu'on a passé cette phase-là, on rentre dans la phase de comment je préviens la récidive, parce que c'est ça le danger. Une fois qu'on a fait le diagnostic, il faut éviter que ça recommence et que ce soit éventuellement plus grave. Et donc là, il y a tout un tas d'examens à faire déjà pour comprendre si ça vient d'un problème d'une artère, si ça vient d'un problème du cœur au départ, et adapter le traitement. On va traiter, on a quasiment toujours à traiter l'hypertension, il faut traiter le cholestérol souvent, parfois il faut donner un traitement anticoagulant, pour éviter que le sang se coagule. Alors, il y a plusieurs types de traitements anticoagulants, ça dépend si ça vient du cœur ou si ça vient des artères. Et puis c'est l'essentiel du traitement. Mais il est fondamental, ce traitement. Est-ce qu'il n'y a pas des nouvelles avancées qui permettent d'être aux patients de reprendre une vie normale? Alors oui, lorsqu'une artère est bouchée, bien sûr, la tentation, c'est de se dire il suffit de la déboucher et ça va aller mieux. Et donc, nous avons fait des progrès dans ce domaine. Depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, on a un médicament qui peut dissoudre le caillot, qui s'appelle le médicament thrombolytique. Ça va détruire le thrombus qui bouche l'artère. Ce traitement, la difficulté, c'est qu'il doit être administré extrêmement tôt après le début des symptômes. Et en gros, on a moins de 6 heures pour agir. Moins de 6 heures. Donc ça veut dire qu'il faut organiser le transport très rapidement vers l'unité qui peut faire ce traitement. Donc ça a été un progrès important et c'est largement diffusé dans un bon nombre de pays. Je sais que c'est encore très compliqué en Afrique parce que si on n'arrive pas à organiser l'arrivée des patients en urgence, c'est évidemment compliqué de faire ce traitement. Et puis on a fait encore d'autres progrès
de plus récent, hein, ça fait moins de 10 ans, c'est que maintenant on a développé des dispositifs qui permettent d'aller dans l'artère directement par une technique de radiologie. On va faire une ponction dans l'artère et on va monter des cathéters directement au contact du caillot, et avec un petit système de ressort, on va retirer le caillot. Et ça, c'est extrêmement efficace en effet, mais là aussi ça doit être fait très très tôt, parce que sinon ça ne sert à rien, et voire ça peut être dangereux si on le fait trop tard. Donc ça, c'est un énorme progrès, mais là aussi ça implique une infrastructure compliquée, puisqu'il faut une radiologie interventionnelle, hein, c'est plus compliqué qu'un scanner, et puis il faut des gens qui sont formés à la navigation dans les artères. Ça se fait depuis longtemps en cardiologie, hein, les cardiologues font beaucoup de traitements comme ça au niveau du cœur. Ça a été beaucoup plus lent pour arriver au niveau du cerveau, parce que c'est un peu plus compliqué, mais c'est sûr que ce sont des avancées fondamentales, mais qui ne marchent que si l'ensemble de la filière de prise en charge est bien organisée. Donc si on comprend très bien, agir tôt permet d'éviter forcément le pire. Oui, et de toute façon, je dirais que même si on ne fait pas ce traitement, il est important d'agir tôt, parce que les premières heures, les premiers jours sont très importants, parce que c'est là qu'il y a les complications. Donc il faut venir très tôt dans tous les cas, même s'il n'y a pas un traitement spécifique. Plus on agit tôt, mieux c'est. Alors, on reviendra forcément sur les consignes à adopter après un AVC, mais déjà à la maison, si on a affaire à un parent ou un proche qui fait un AVC, dans les secondes qui suivent, comment on devrait se comporter? Il faut absolument aller à l'hôpital. Alors, je sais que c'est compliqué, une fois qu'on a dit ça, c'est compliqué de le faire, parce que on n'a pas de système, vous n'avez pas de système aujourd'hui pour alerter des secours de façon centralisée, avec un système d'ambulance qui permet d'aller chercher les patients. Mais il faut trouver le moyen d'aller à l'hôpital, dans un endroit où on peut s'occuper des AVC. Alors, sur Douala, par exemple, ici, puisque nous sommes à Douala, il y a cette plateforme de diagnostic médical qui permet de faire rapidement le diagnostic, hein. Et puis, il y a l'hôpital général, notamment, aussi, où il est possible, bien sûr, d'être pris en charge par des équipes de neurologie. Est-ce qu'il n'y a pas des gestes pratiques et techniques? Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de choses particulières à faire. Il faut éviter que la personne se blesse, tombe. Il n'y a pas de gestes particuliers. D'accord. Il faudrait déjà aussi que la personne en face sache que la personne est en train de faire un AVC. Alors, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, hein, c'est le côté extrêmement soudain, d'une seconde à l'autre, la survenue d'un trouble neurologique, le plus souvent. Le plus facile, si on veut, pour le public, c'est la paralysie. C'est tout d'un coup, la personne est paralysée ou ne peut plus s'exprimer. Alors, quel conseil alors pour éviter les récidives après avoir fait un premier AVC, par exemple? Alors, pour éviter les récidives, c'est la même chose que pour éviter le premier, en fait, si on veut, quasiment, hein. Donc, rappelez d'abord que si on veut éviter de se poser la question de la récidive, il vaut mieux prévenir le premier événement, mais donc c'est la même chose. C'est le traitement de tous les facteurs favorisants que j'ai listés tout à l'heure, hein, l'hypertension, le cholestérol, le diabète, le surpoids. Ça, c'est fondamental, avec une exigence plus stricte sur la tension, la pression artérielle, parce qu'on est plus exigeant avant qu'après. On est plus exigeant après qu'avant, un AVC. Alors, on va faire baisser la pression artérielle plus fortement. Et surtout, c'est de garder les traitements. Une fois qu'on les a commencés, on est obligé de les garder à vie. Il n'y a rien qui indique qu'il faut arrêter le traitement, il faut surtout le poursuivre. Et puis, il y a les traitements qui vont être pour fluidifier le sang. Quand on a eu un problème d'artère qui s'est bouché, il y a toujours un traitement pour fluidifier le sang. Et tous ces traitements, c'est de les garder surtout, de ne jamais les arrêter. Dans un traitement à vie? Oui. D'accord. Et est-ce que le stress, à ce moment, joue un rôle essentiel? Le stress, si on veut, il fait partie de la liste des 10 facteurs plus ou moins modifiables. Mais quand on parle de stress, c'est très vague. Ce qui ressort dans les études, c'est tout ce qui va être autour d'événements stressants de vie qui peuvent jouer, de problèmes de sommeil, de problèmes de dépression aussi qui peuvent favoriser les maladies cardiovasculaires en général. Mais ça reste un facteur
assez faible par rapport aux autres que je vous ai listés tout à l'heure. Alors, on le dit très souvent, d'après les spécialistes de la santé, 80% des accidents vasculaires cérébraux sont évitables, mais dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas. Alors, quels conseils donc pour améliorer la prévention? Pour améliorer la prévention, il y a d'abord un sujet de politique de santé. C'est qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte qu'on diminue la consommation de sel dans les aliments. On fait attention à la teneur en graisse de certains aliments manufacturés. Comment on fait en sorte pour faire la promotion aussi de l'activité physique, parce que ça fait partie des choses pour prévenir les AVC. Et puis comment on fait pour organiser le dépistage de l'hypertension, le dépistage du diabète, le dépistage des problèmes de cholestérol. C'est ça qu'il faut organiser. Et une fois qu'on a organisé ça, qu'on a bien dépisté, eh bien on va pouvoir traiter la population. Et il faut traiter de façon extrêmement large. C'est pas juste de trouver les quelques personnes qui ont des hypertensions sévères, c'est de traiter de façon très très large toute la population. C'est comme ça qu'on va diminuer de façon massive le nombre d'AVC. D'accord. Alors, professeur Emmanuel Touzé, on va bientôt sortir de cette émission. Alors, lorsqu'on parle de l'AVC, quels sont les points essentiels qu'on devait retenir? Le point essentiel sur lequel vraiment j'insiste, c'est le meilleur moyen de lutter aujourd'hui, c'est encore la prévention. Parce qu'on a, même si je vous ai parlé de traitement, les traitements sont assez limités quand il arrive, l'AVC. On a peu de moyens d'action. Même s'il y a quelques traitements, je n'ai pas pu les évoquer là encore, mais on a des médicaments parfois pour déboucher l'artère, mais ça s'adresse à un tout petit nombre de personnes qui arrivent très tôt dans les toutes premières heures. Aujourd'hui, on est assez démunis pour le traitement, donc il faut prévenir l'AVC. D'accord. Merci, monsieur professeur Emmanuel Touzé, neurologue au CHU de Caen. Merci d'avoir répondu aux questions d'Actu Santé ce soir. Merci à vous. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette émission d'Actu Santé. Merci pour votre aimable attention. On se retrouve mercredi pour notre numéro.